Dernière séquence, la formation. Et j'invite Jean Sibila, le professeur Palovi, Odoxa. À nous montrer comment nous préparons la formation de nos médecins de demain. Jean. Comme je fais le petit pitch d'introduction, ça permet de signaler que le précédent a oublié son téléphone. Alors, il est mathématicien, mais là, peut-être. Donc, je ne sais pas à qui, voilà. C'est pas du numérique, c'est de l'humain. Voilà, j'en ai pour 5 secondes. 3 mots-clés, santé, formation numérique. 2 problèmes, les nouveaux métiers de demain. C'est dans la formation, il faut les inventer, les détecter. Et la deuxième chose, on a besoin d'une grande plateforme numérique de formation qui viendra évidemment, et ça je le précise, non pas en substitution de la formation, mais en complément de la formation présentielle au lit du malade. On n'a jamais dit l'inverse. Donc voilà, 2 mots-clés, quel métier demain et quel outil de formation numérique. On en a un génial, je vous le dis parce que je sais, et Olivier va nous présenter cet outil qui s'appelle UNES-CIDES. C'est une vraie merveille, une machine de guerre. Olivier, à toi. Merci Jean, merci, bonjour à tous. Effectivement, je vais vous présenter de l'innovation et vous allez voir qu'on va retrouver un certain nombre de mots-clés puisque quand on parle de numérique, on parle souvent des mêmes thèmes et le thème principal, c'est sûrement le partage. Et je vais insister sur ça puisqu'il y a au-delà du partage une dimension avec le numérique intéressante, c'est les dimensions. On parle de quantité de data, de quantité de données, et donc cette mutualisation des contenus nous permet de rebattre les cartes, de réfléchir aux différentes structures, et on peut innover de façon très simple. Et je vais vous montrer une plateforme, une simple plateforme d'apprentissage qui est partagée au niveau de la France et qui, à mon avis, est un élément d'innovation particulièrement important. Alors, c'est la flèche, c'est ça ? Ah oui, pardon, elle est trop grosse. Qu'est-ce que c'est que l'UNES ? C'est un groupement d'intérêt public, c'est un GIP, c'est une structure universitaire qui contient 4 composantes, 4 spécialités, la médecine, la pharmacie, l'odontologie et les STAPS. La finalité de cette structure, c'est de partager initialement des contenus d'apprentissage, et avec les évolutions du numérique, on a fini par partager des systèmes, des outils, et on a transformé cette structure en un véritable opérateur. Et ce qui est intéressant, c'est sa dimension. Vous avez ici toutes les universités impliquées, vous allez tous les retrouver, les personnes dans la salle, puisqu'effectivement, toutes les universités qui dispensent des diplômes dans les filières de santé, en particulier les filières réglementées, sont présentes dans ce GIP. Et on a aussi comme membre à part entière la CPU. Donc un regroupement de l'ensemble des structures. Qu'est-ce qui a fait le succès de cet environnement ? Je vous l'ai dit, c'est la plateforme. C'est la plateforme qui s'intitule CIDES, avec des éléments qui sont vraiment fondateurs et très simples. Qu'est-ce qui a fait la force du système ? C'est simplement de dématérialiser les examens. Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis 4 ans en France, aucun examen dans les facultés de médecine n'est fait sur du papier. Ils sont tous réalisés dans cet environnement dématérialisé. Ce sont des milliers d'examens par jour, des millions et des millions de questions. L'autre élément qui est important, c'est que fort de ce succès, eh bien, on a pu accompagner des réformes. La réforme du 3e cycle que vous connaissez tous, avec là encore un espace partagé, une mutualisation des contenus et une bibliothèque, encore une fois, unique au monde, où vous avez toutes les spécialités, elles sont plus d'une 50aine, qui sont représentées dans cet environnement d'apprentissage et qui est partagé. Et ce qui est intéressant, c'est que cette mutualisation nous a permis aussi de mettre en place un environnement dédié à la recherche, avec un financement par l'ANR autour de l'usage de l'intelligence artificielle et de la formation. Fort de ce dynamisme, eh bien, nous nous sommes posé des questions et on revient sur ce qui a été dit. C'est au service des étudiants, c'est au service des usagers, c'est au service du personnel et de toutes les équipes qui sont impliquées, soit dans la formation, soit dans les soins. Et c'est à travers ça qu'on s'est lancé dans un sondage avec l'aide d'Odoxa. Et vous allez voir qu'il nous donne des résultats qui vont éclairer les propos qui ont été tenus et qui vont nous donner des pistes communes pour avancer sur le développement de cet environnement numérique unique. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter les résultats, les premiers enseignements de cette première vague, de cet observatoire qui traite de la santé, de la formation et du numérique, avec d'abord un élément de méthode. On a voulu, le professeur Palombi le disait, fonctionner sur une logique à 360 degrés, en interrogeant non seulement ce que vous connaissez par cœur, l'échantillon classique représentatif de français,
pour avoir l'avis des citoyens et accessoirement des patients. Et on a interrogé aussi un échantillon d'un peu moins de 800 professionnels de santé, constitués pour l'essentiel de médecins, généralistes, mais surtout spécialistes et internes, mais pas que, de l'ensemble des personnes intéressées par ces questions et de cet écosystème santé. Et nous avons interrogé près de 1300 étudiants et enseignants utilisateurs de la plateforme CIDES, dont le professeur Palombi vient de vous parler. Alors que nous disent-ils ? Marge d'erreur des sondages, vous savez, hein, plus ou moins 2 à 3 points de marge d'erreur statistique. Que nous disent-ils ? D'abord, premier élément, un certain nombre d'indicateurs nous montrent que la formation en santé, elle est diagnostiquée par l'ensemble de ces acteurs comme étant aujourd'hui largement insuffisante. Ils nous disent que, c'est bien dommage d'ailleurs, parce que le fait de savoir que les personnes qui les soignent, leur personnel soignant, les médecins, les pharmaciens, les infirmières qui s'occupent d'eux, eh bien, se forment régulièrement, notamment avec les outils numériques, c'est quelque chose qui serait déterminant pour renforcer leur confiance et leur fidélité de patients. 83% des Français nous l'indiquent. 2, et c'est bien là le problème, l'effet ciseau, si vous voulez, ils ont le sentiment, nos concitoyens, eh bien que ces professionnels de santé qui s'occupent d'eux, ils ne font peut-être pas tout ce qu'il faut pour être au point sur les dernières connaissances en matière de santé, notamment avec le numérique. On a seulement une minorité de 46% de Français, c'est une perception, mais qui pensent que leurs soignants se forment de manière régulière, plus ou moins d'ailleurs. Et puis on a la majorité, 54% d'entre eux, qui pensent soit qu'ils ne le font pas, ça c'est 36% qui le disent, soit qu'ils nous disent « mais j'avoue que j'ai aucune idée. C'est très important pour moi de savoir que mes soignants se forment, mais je ne sais pas s'ils le font. » Et par ailleurs, quand on interroge les acteurs les plus concernés, les étudiants, les enseignants en santé qui utilisent la plateforme CIDES, mais aussi les professionnels de santé, eh bien, ils sont nombreux à nous renvoyer une image de la formation tout au long de la vie en santé qui leur semble, allez, on va dire pour le moins largement perfectible. Ils nous disent, ça pourrait être mieux organisé. Prenez par exemple les professionnels de santé, 85% le pensent. Ils nous disent, elle est encore trop largement inutilisée, à 69%, et méconnue. Elle est trop chère pour les 2/3 d'entre eux, et ainsi de suite. Elle n'est pas facilement accessible, pense-t-il. Bref, on est sur un panorama que dégagent les acteurs, les gens directement concernés sur cette formation tout au long de la vie, qui est pour le moins critique. Alors, je voudrais vite intervenir pour vous laisser le temps de comprendre ce qui a été dit. Un des éléments essentiels, vous avez vu, c'est le rapport de confiance. On en a parlé tout à l'heure du rapport de confiance, et on voit que ce rapport de confiance, il passe à travers des éléments essentiels. Et le premier, c'est la dimension d'expertise, c'est la perception que peut avoir le soigné du niveau d'expertise de la personne qui est en face de lui. On se rend compte aussi qu'il manque de transparence dans le système, et qu'on voit bien les patients s'interroger sur comment je fais pour me renseigner sur cette dimension de formation tout au long de la vie des professionnels de santé. Et surtout, on a une critique sévère quand même de la formation tout au long de la vie aujourd'hui en France, dans le domaine de la santé. Cette critique, elle est sévère. Et on a le sentiment, bien sûr, qu'on peut améliorer les contenus, en insistant sur le fait, et je ne l'ai pas dit en introduction, que le numérique ne résout pas tout. C'est-à-dire que c'est un outil qui nous accompagne, mais c'est certes le présentiel, les séances spécifiques, l'activité de formation au lit du malade, en groupe de travail qui est essentielle. Donc, on voit bien quand même qu'il y a un vrai chantier autour de la formation tout au long de la vie. Et d'autant plus qu'il se prépare une révolution dont vous avez un tout petit peu parlé aujourd'hui, avec le boom du numérique, mais aussi de l'intelligence artificielle et de la robotisation. Et ce qu'on va voir dans ce chapitre, sur les quelques indicateurs, les quelques questions clés qu'on a posées là-dessus, c'est que ça donne le sentiment à l'ensemble des acteurs interrogés, eh bien, que cette révolution, elle nécessite une meilleure formation des professionnels. Premier élément qui le montre, d'abord, ça a été dit ici, mais sachez que c'est partagé par l'ensemble de nos concitoyens, tous les acteurs pressentent une révolution du numérique et de l'IA dans la santé. Ils pensent que ça va exploser à l'avenir, que ça va se développer très fortement. Non seulement les professionnels de santé, ils le pensent tous, donc comme ça c'est très simple, 97% en sont persuadés, mais aussi nos concitoyens, les Français, qui sont 90% à le penser, et évidemment les enseignants et étudiants qui suivent les formations et qui ont été interrogés sur la plateforme CIDES. Deuxième élément, ils sont convaincus que ce développement va transformer les métiers de la santé
et va nécessiter de mieux les former et de plus souvent les former. C'est ce que vous voyez sur les réponses que nous ont données les 3 catégories de population interrogées, qui nous disent que ça va transformer les métiers de la santé pour 9 sur 10, que ça va poser des questions aussi en matière d'éthique. C'est à peu près 90% des professionnels de santé, des étudiants et des enseignants qui le pensent, et que ça va nécessiter de mieux former et de former plus souvent les acteurs de la santé. Vous voyez qu'on est sur entre 8 et 9 personnes sur 10 qui le pensent sur chacune de ces populations. Mais le professeur Palombi le disait, sont pas les personnes interviewées ne sont pas des bienheureux en termes de perception du numérique, puisqu'ils nous disent pas forcément que ça va améliorer la qualité des soins. Les professionnels de santé, par exemple, n'en sont pas convaincus. 1 sur 2 seulement le pense, mais en tout cas, ils estiment tous que c'est une révolution qui va nécessiter de l'appréhender. Alors, ce que ça signifie, c'est que nos concitoyens, et on va le voir les autres acteurs aussi, sont convaincus des innombrables possibilités offertes par le développement du digital et de l'IA sur la formation. Ça va permettre de mieux partager les connaissances, ça va permettre de favoriser les échanges entre professionnels de santé, de simplifier l'accès aux formations, d'améliorer la qualité de ce qui est enseigné durant ces formations et surtout d'augmenter le nombre de personnes qui pourront participer à ces formations. Sur chacun de ces indicateurs, on a entre les 2/3 des Français et les 9/10 d'entre eux, les 8/10 d'entre eux, qui le pensent. Et ce sentiment qu'on voit chez le grand public, chez les patients et les citoyens, on va le retrouver dans les mêmes proportions chez les acteurs les plus concernés, les étudiants et les enseignants, mais aussi les professionnels de santé, qui sont 9 sur 10 à penser que ça va permettre de mieux partager les connaissances, qui sont 85% à penser que ça va simplifier l'accès aux soins, et qui pensent globalement, tout comme nos concitoyens, que ça aura tous les bénéfices que je vous ai listés précédemment. Mais alors, malheureusement, le problème, c'est que tous ces acteurs reconnaissent aujourd'hui qu'ils se sentent finalement assez démunis et qu'ils sont mal formés en matière de numérique, d'intelligence artificielle et de robotisation. Lorsqu'on les interroge directement, les enseignants et les étudiants qui pourtant suivent des formations et utilisent les plateformes sont très majoritaires à nous dire qu'ils sont mal formés. On est entre les 2/3 des enseignants qui le disent et les 8/10 des enseignants. Et alors les professionnels de santé, eux, sont les 3/4, 73%, à dire qu'ils se sentent mal formés en matière de numérique, d'intelligence artificielle et de robotisation, alors même qu'ils viennent de nous expliquer combien cette révolution qui arrivait nécessitait d'être bien formée. Une des remarques, c'est de se rendre compte que notre communauté est très pragmatique. Parce que si on prend un petit peu de recul, un des éléments premiers qui est arrivé, c'est les questions d'éthique. Donc ça veut dire qu'on est bien sensibilisé à ça et qu'on va aborder ces sujets dès maintenant. L'autre élément qui est intéressant, c'est que on se rend compte que l'impact réel sur la qualité du soin n'est pas encore évident pour la plupart d'entre nous et qu'on prend un petit peu de distance par rapport à ça. Et enfin, un élément important, c'est que l'IA dans la formation, ce qui est très intéressant, c'est qu'un des usages premiers, c'est de simplifier les rapports et les échanges entre les personnes, mais pas de se substituer à l'apprenant ou à l'enseignant. Alors, assez logiquement, du coup, étant donné ce qu'ils nous ont dit, l'effet ciseau que vous avez vu, c'est très important, on a besoin de se former avec cette révolution et on a le sentiment qu'on est mal formé, tout à fait logiquement, les professionnels de santé, les étudiants, les enseignants que nous avons interrogés en santé sont plus de 8 sur 10 à dire qu'ils souhaiteraient pouvoir bénéficier de formations sur ces sujets. 81% pour les enseignants, 82% pour les étudiants et 82% aussi pour les professionnels de santé. Mais de nouveau, petit problème, ils ne jugent pas efficaces aujourd'hui les formations qui leur sont actuellement proposées en ce qui concerne les enjeux techniques et éthiques de l'IA, du numérique et de la robotisation en santé. On a une large partie d'entre eux, la majorité en réalité, qui nous dit « je ne sais pas, je ne les connais pas », donc qui est dans l'ignorance. Et pour ceux qui ont un avis sur le sujet, qui nous disent « je connais ces formations et je suis à même de les juger », mais ils sont 3 fois plus nombreux à penser que les formations actuellement existantes ne sont pas efficaces qu'à juger qu'elles le seraient. Prenez les professionnels de santé, par exemple, 9% disent « il existe des formations efficaces dans ce domaine », 33% disent « elles ne le sont pas ». Alors du coup, la plateforme proposée par l'UNES, elle pourrait sans doute être la solution. D'abord parce que l'université et ses filières
elles sont perçues comme un acteur légitime et de confiance pour les proposer. C'est la question qu'on a posée à l'ensemble des populations. Les Français sont 83% à penser que l'université et ses filières sont un acteur légitime pour proposer ce type de formation. Les enseignants et les étudiants sont aussi les 9/10 à le penser. Et les professionnels de santé, eux aussi, 90% des professionnels de santé interrogés le pensent. Le deuxième élément qui plaide pour cela, c'est parce que tous ces acteurs sont convaincus que la création d'une plateforme numérique de suivi de la formation telle que l'UNES la propose, elle aurait de nombreux mérites et bénéfices pour les professionnels de santé. Dans le détail, on en a listé de très nombreux, et ils nous disent que ça permettrait de mieux traiter et stocker les contenus pédagogiques, ça permettrait à chacun d'être plus autonome et de piloter soi-même son parcours de formation, de mieux suivre ses connaissances et ses compétences, et là on a en gros les 9/10 des interviewés qui le pensent. Ils pensent aussi que ça peut rendre les formations plus simples et plus ludiques pour les 3/4 d'entre eux, les rendre plus attrayantes et pertinentes, en améliorer la qualité, et même, alors ils en sont moins convaincus, mais en tout cas, 1 sur 2 en gros le pense, que ça peut même offrir de meilleures interactions entre les élèves et les enseignants. Enfin, dernier élément, avant de vous laisser rebondir, le dernier élément qui plaide sans doute pour cela, c'est parce que les acteurs sont aussi convaincus que l'évaluation permanente des contenus pédagogiques par les utilisateurs, ce qui est maintenant la règle dans à peu près tous les domaines, c'est la révolution du numérique qui l'implique cela, et que propose l'UNES, ça constitue un élément très positif pour la formation. Les professionnels de santé sont, par exemple, 90% à le penser. Je te cède la parole. Merci beaucoup. Vous avez vu, les données parlent par eux-mêmes. Encore, on a fait une sélection. Un des éléments qui est important aujourd'hui, c'est qu'on est à un carrefour. Effectivement, il existe une plateforme nationale numérique portée par les universités, et il y a un véritable travail pour pouvoir diversifier et aller de l'avant, en particulier avec les partenaires et les vrais acteurs que sont les CHU, mais aussi toute la société et toute la dimension ambulatoire. Ce que je voudrais insister sur cette dernière diapo, avant de laisser la parole à Jean Sibilla pour conclure, c'est la démarche qu'on a. Donc, devenir un opérateur national, nous y sommes pratiquement, et on l'a fait avec nos propres efforts, et aujourd'hui, on a besoin d'une reconnaissance qui est en train de s'opérer autour de nous. Les éléments qui sont importants, c'est qu'on va répondre à un vrai besoin, et c'était l'objectif de ce sondage. On se lance dans la mise en place d'une formation sur la médecine algorithmique et l'IA. On a trouvé des partenaires avec un financement qui est en train de se concrétiser, et on va pouvoir offrir et répondre à cette demande autour de ça. L'autre élément qui est important, c'est qu'on se préoccupe toujours de médecine et de santé, et qu'on va développer à travers ça un module de déontologie, car ces environnements-là sont aussi très intéressants pour pouvoir diffuser des éléments fondateurs et le ciment de nos activités en tant que professionnels de soignants. L'autre élément essentiel, c'est qu'à travers cette plateforme, ce n'est pas simplement un outil de diffusion, c'est aussi un outil de labellisation. Il sera possible de déposer du contenu, mais il y aura tout un processus autour de ce contenu pour s'assurer que ce contenu est de qualité, avec un marquage académique, mais pas seulement, avec une véritable volonté de faire un marquage des experts, des professionnels, des entreprises, des startups qu'on a vues et d'autres acteurs importants en santé. Pour ça, il y a une réalité sous-jacente très importante qui concerne la gestion de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur. Aujourd'hui, il n'existe pas dans le monde universitaire un outil capable de gérer de façon efficace et transparente la propriété intellectuelle et les droits d'auteur. Eh bien, on a décidé de mettre en place une filiale qui va être destinée à faire ça, un GIP avec une filiale. Cette filiale entièrement sous le contrôle du GIP aura cette mission, elle sera mandatée pour jouer ce rôle d'opérateur autour des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle. Ça a l'air de rien, mais c'est un outil qui va nous permettre de diffuser des contenus, mais surtout de motiver tous les acteurs, les enseignants bien sûr en premier lieu, mais aussi des communautés et d'autres acteurs en santé, avec une gestion de cette propriété et une revalorisation des auteurs. Et c'est pour ça qu'on met en place cette filiale, UNES International, avec une soumission très prochainement à notre Assemblée Générale. Et on voulait terminer sur une toute petite vidéo, si c'est possible de la lancer, qui dure quelques secondes, juste pour marquer les esprits. Bon.
Peut-être Jean ou le temps que... C'est une excellente vidéo. C'est la démonstration que vous n'allez pas avoir faute de temps, qui est un logiciel qui crée à partir de données réelles, sensibles, pour protéger les patients. On charge les données, on règle des paramètres et on crée des avatars de patients qui ne sont pas des patients réels, qui sont des données de synthèse qui sont réalisées à partir des données. Donc ce n'est pas la bonne vidéo, mais je saute sur cette opportunité pour vous montrer cette méthode très innovante qui permet de partager des données non pas en sécurisant, comme on l'a évoqué avec la blockchain, mais là on voit en rouge des avatars qui sont projetés à l'intérieur des données sensibles en bleu. C'est un exemple pris à nos collègues de Diabeto. Une fois qu'on a produit ces données de synthèse, ces données simulées à partir des données, eh bien on peut les exporter et les partager beaucoup plus facilement, tout en respectant et en protégeant l'identité des patients. Donc désolé pour ce piratage des diapositives et des vidéos, mais celles que vous ne deviez pas voir. Piratage numérique opportun. Alors, Jean, peut-être si la vidéo ne se lance pas, la conclusion ou... on fait la conclusion si la vidéo ouais, passe pas. On est un peu déçus parce qu'on l'avait fait exprès. Hein. C'est pas grave, on va faire la conclusion. On a essayé de faire vraiment une intervention dite speed dating, vraiment très rapide pour être dans les temps, mais vous passez les messages principaux. Le premier message qu'on peut retenir, c'est qu'il y a un vrai saut quantique de la formation aujourd'hui en médecine, en santé. Je pense que ça s'est fait très très vite. Les tablettes, le UNES, CIDES, et tout s'est enchaîné très très rapidement. Et aujourd'hui, deuxième message, on se rend compte que l'outil drive le contenu. Ça, c'est très très important puisqu'on voit la capacité qu'on a à mettre des contenus, à modifier les contenus, à les rendre plus interactifs, et on pourra arriver en fait, en rêvant, à des contenus numériques qui sont des contenus véritablement de simulation numérique de situation. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que tout ça doit être sous-tendu par une forme d'évaluation, d'auto-évaluation au fil de l'eau et, in fine, d'accréditation. On a compris clairement dans l'opinion des gens, du peuple, des citoyens, des enseignants, chercheurs et des étudiants qu'il y a un défaut, en tout cas une vision, une perception du défaut d'information continue et donc de la fameuse accréditation dont on parle beaucoup. Je pense aujourd'hui, elle est appelée par tous, hein, très clairement, même si elle n'est pas populaire, totalement populaire dans le milieu médical, elle est dans plein de pays du monde. On doit aller vers une validation de ces acquis et cette validation au fil de l'eau, au cours de la vie. Quatrième point et dernier point, c'est qui est l'opérateur, qui est le coordinateur de cette formation au cours de la vie. Je pense qu'il n'y a pas un coordinateur unique, c'est un débat très, très important, mais la confiance que les gens mettent, l'ensemble des gens dans l'université, dont c'est le métier, me paraît un point extrêmement important. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'université, pour des tas de raisons que je ne peux pas débattre, quasi absente de la formation au cours de la vie. Notre objectif, nous, c'est de penser qu'il y a un continuum entre la formation initiale et la formation au cours de la vie. On a même appelé ça avec provocation le 4e cycle, donc permet de formation. Bon, on va sortir de ça, mais il y a une formation continue dans laquelle, évidemment, les professionnels ont un rôle et l'université a son rôle. Cela d'autant qu'on apporte aujourd'hui des outils numériques exceptionnels qui ne sont pas disponibles partout et qui ne pourront être disponibles que sur des grandes plateformes nationales, régionales, territoriales. On verra comment les décliner. Donc c'est vraiment, là aussi, un discours très positif. Le sondage vient en appui de l'évaluation de ce qu'on fait, puisque là, on ne présente pas des choses qu'on veut faire, on présente ce qu'on a fait, et on évalue la bonne idée. En tout cas, on se conforte dans l'idée que ce qu'on fait est bien. En gros, on se guide par de l'auto-évaluation, par ce sondage, en interrogeant beaucoup de monde pour se dire ce qu'on fait, on le fait bien, pour faire progresser notre modèle vers la filiale, qui est mon dernier point, qui est là aussi le dernier point de cette machine de guerre de formation, puisque ça permet d'avoir une vision aussi de l'exportation de notre savoir-faire à l'international. Finalement, on nous demande des contenus, on nous demande de l'expertise en matière de formation, et on ne sait pas ni la disséminer, ni la valoriser. C'est invraisemblable, alors que la médecine française, la médecine au sens formation, est reconnue et demandée par tous. Donc là, on espère, en étant très pragmatique, mettre à disposition, et l'outil, on l'a. Maintenant, il faut créer la filiale le 20 décembre, c'est demain, on a cet outil, et tout le monde pourra s'embarquer dans cette aventure-là. C'est mon dernier point. C'est pas l'aventure exclusivement de la conférence de médecine, même si on est
on a porté ça parce qu'on y croit vraiment et on le montre à tous. Et je remercie Olivier parce que moi je suis le faire-valoir d'Olivier, mais c'est Olivier qui a fait travailler avec toute l'équipe du NES, mais aujourd'hui l'équipe est grande, mais on ne fera pas sans les doyens santé. On a besoin des pharmaciens, on a besoin des odontologistes, même s'ils ont un peu de mal à s'embarquer dans le dispositif, mais on les attend avec impatience et on a besoin des autres. Les STAPS y sont. Il faut qu'on garde l'ensemble des gens qui veulent rentrer dans le périmètre de la santé et au-delà de ça, les métiers paramédicaux. On a déjà des contacts avec les maïeuticiens, orthophonistes, orthoptistes, etc. C'est vraiment très ambitieux. Si on réussit ça, il n'y aura pas, je crois, on peut le dire déjà aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent dans le monde, que le monde soit, qu'il parle mandarin ou qu'il parle américain, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui dans le monde. C'est quand même une vraie plus-value à la française. On peut crier un peu cocorico de temps en temps quand on fait des trucs bien. Donc merci Olivier, et puis merci à tous, et à vous aussi de nous avoir aidés à évaluer ce qu'on fait.